avec deux intervenants spécialisés dans, non pas le recrutement, mais disons que vous avez une vision aujourd'hui de la formation et de l'apprentissage tout à fait experte. Christophe Montagnon, bonjour. Vous êtes directeur système information qualité chez Randstad. Et Francis Enguelé, rebonjour. Rebonjour. On s'est vu ce matin pour une précédente table ronde. Vous êtes donc directeur général de l'ANAF, qui est l'Association nationale des apprentis de France. Voilà, l'Association nationale des apprentis de France. Tout de suite, on va rentrer dans le cœur du sujet. Il y a un défi aujourd'hui du recrutement. On parle beaucoup de l'emploi. Le recrutement aujourd'hui, on sent que c'est vital. Il y a une grosse, comment dire, il y a plein d'acteurs qui se sont développés autour de ça, les chasseurs de tête, tout ça. Ça devient un enjeu maintenant, le recrutement. Comment, à l'échelle d'une entreprise nationale comme Randstad, quels sont aujourd'hui vos leviers pour affiner, pour apporter une vraie expertise sur le recrutement auprès des entreprises? Aujourd'hui, il y a un impact très fort de la technologie sur le monde du recrutement. Déjà, si on parle de technologie, on peut déjà regarder un axe, qui est l'axe de avec quoi et comment est-ce qu'aujourd'hui un chercheur d'emploi est en contact avec une offre. Ces dernières années, on a vu se développer évidemment de nombreuses plateformes, mais au-delà des plateformes, ce qui croît aujourd'hui extrêmement fort, c'est l'utilisation du smartphone. C'est un média, en fait, qui devient un média prioritaire quand on cible un certain nombre de catégories socio-professionnelles. De moins en moins de personnes produisent leurs recherches via un explorateur Internet traditionnel ou les job boards traditionnels et se dirigent vers des médias beaucoup plus rapides, beaucoup plus mobiles. Et les entreprises ont tout intérêt à être capables non seulement d'avoir des sites qui soient adaptés au portable, mais d'avoir des stratégies de recrutement qui sont adaptées au portable. La mobilité, la vitesse de réaction, c'est quelque chose qui compte dans beaucoup d'entreprises. Et surtout, en fait, ce qui a apporté le smartphone, c'est cette idée que tout peut être instantané. Et la latence entre des propositions d'emploi et des retours peut être dramatique en termes de capacité d'attractivité d'un certain nombre de talents. Donc c'est quelque chose qui voit une croissance extrêmement forte. On voit arriver de nombreuses plateformes sur le sujet. Nous-mêmes, on est extrêmement actifs pour être justement en capacité d'être sur ce type en fait, de device qui a la capacité à attirer un certain nombre de populations. Donc il y a un premier axe autour de avec quoi est-ce que les gens rentrent en contact avec le marché de l'emploi, comment est-ce qu'ils effectuent leurs recherches et du coup, comment est-ce qu'on est capable d'adapter nos processus de travail et nos comportements à ce type d'attente. Le deuxième axe technologique, et vous avez commencé à l'évoquer autour de la quantité d'informations, on parlait de la quantité d'informations. Aujourd'hui, pour nous, il est crucial d'avoir des applicatifs qui collectent un grand nombre d'informations et d'avoir des algorithmes fondés sur des technologies de big data qui nous aident à mieux connaître à la fois les bassins et nos entreprises et être capable de trouver les passerelles entre compétences pour pouvoir aider nos clients à sourcer correctement ou les clients à connaître les bassins d'emploi pour arriver à mieux cibler soit les bassins dans lesquels je dois m'installer, les endroits dans lesquels il faut que je sois capable de recruter, soit mieux comprendre les mobilités professionnelles. L'enjeu de la data, elle est fondamentale. On voit, et je pense que tout le monde a pu percevoir dans la HR Tech, énormément de startups qui se sont montées sur les sujets de la technologie, qui proposent en fait des moteurs d'appareillement entre la compétence et la recherche de poste. Ce sont des choses qui nous intéressent beaucoup, sur lesquelles on a un certain nombre d'initiatives et qui doivent permettre, dans un monde dans lequel l'information est pléthorique, d'avoir un meilleur ciblage de la candidature. Donc la capacité à s'adapter aujourd'hui à la manière dont recherchent les gens, la capacité à trouver la bonne information dans un monde dans lequel il y a pléthore d'informations est fondamentale pour adapter la manière dont on recrute et la performance de l'activité de recrutement à l'intérieur d'un monde foisonnant. Aujourd'hui, chacun met à disposition sur une plateforme des informations personnelles. Donc le foisonnement de l'information est présente. On parlait de la chasse de tête par exemple. L'approche directe, c'est devenu finalement quelque chose qu'on peut faire à tous les étages et pas simplement pour du top exécutif. Donc la capacité qu'on a finalement à utiliser, à traiter cette information sera cruciale pour arriver à affiner une stratégie de recrutement performante. Et on va reparler des territoires juste après. Est-ce que vous avez cette sensation aussi, alors vous c'est plus sur l'apprentissage, mais ce côté omnicanal aujourd'hui de communication entre les entreprises et les jeunes, est-ce que vous l'observez au quotidien ou est-ce que vous avez peut-être plutôt au sein de l'ANAF un rapport encore très direct, très one-to-one avec les jeunes que vous accompagnez, on va dire? Alors, concernant les jeunes,
les jeunes qui viennent nous voir la plupart du temps, donc sur les salons ou directement par mail, enfin qui souhaitent entrer en contact, avec nous, ils ont en fait une stratégie qui est double. Ils vont à la fois effectivement aller sur les réseaux sociaux, les outils qu'on connaît, hein, LinkedIn, Viadeo, etc. Mais ils sont aussi pour certains encore sur le terrain. Parfois, ça peut poser problème. Je pense notamment à des jeunes de niveau 4 et 5, plutôt sur du CAP et du bac pro, qui n'ont pas totalement la posture pour se mettre en situation d'être employable vis-à-vis d'un employeur. Ça, c'est des questions qu'il faut encore se poser, étant donné que quand on a 18, 16, 15 ans, on commence son parcours professionnel, on n'a pas encore toutes les billes pour être attractif auprès d'un employeur. Donc ce qu'on leur dit, c'est surtout de bien adapter leur recherche et essayer de vendre, autant que faire se peut, une motivation qui est sincère et réelle. Parce qu'à 17-18 ans, on n'a pas encore une expérience pro qui est immense. À côté de ça, il y a quelque chose de très important. Vous parliez de numérique tout à l'heure. Il y a la question de l'identité numérique. Elle est fondamentale. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, comme je vous l'ai dit, vont postuler via les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., mais qui, encore une fois, sont sur Snapchat, Facebook, et parfois, lorsqu'ils sont dans une logique d'être recrutés uniquement via Internet, vont laisser des photos qui sont un peu compromettantes et qui ne vont pas satisfaire un employeur si d'aventure il tombe dessus. Donc ça, on leur dit bien que si vous candidatez principalement par Internet, veillez à ce que, autant que faire se peut, les photos un peu compromettantes disparaissent, justement, pour être le plus attractif possible. Il y a peut-être une rupture que les jeunes doivent aujourd'hui connaître et appréhender. C'est le passage de je suis ado, j'ai une identité numérique très festive, très ouverte avec n'importe qui, je raconte ma vie au quotidien. Et quand on arrive dans le monde professionnel, il faut se rendre compte que son identité numérique, elle devient importante pour le travail et qu'il faut tout d'un coup basculer dans quelque chose de beaucoup plus structuré, on va dire, maîtrisé et ne pas laisser effectivement ce que vous évoquez, des photos qui pourraient dire à l'employeur, qui pourraient faire dire à l'employeur, bon lui on ne le prend pas, c'est rigolo quoi. Est-ce que vous avez ce conseil-là, cet accompagnement auprès des jeunes que vous encadrez? On est peu en contact avec des gens si jeunes que ça. Oui. Ce qu'on peut voir, je pense, c'est que c'est une récurrence en fait. Ce qu'on vit en tant que consommateur, le digital nous facilite la vie. La vie est plus facile avec le digital. La vie, c'est des raccourcis sur plein de choses. Et ces raccourcis-là, les gens veulent les avoir quand ils postulent. C'est-à-dire que les raccourcis qu'on a, on veut les avoir dans le travail, on veut les avoir dans la manière dont on rentre en contact avec une entreprise. On veut cette vitesse d'interaction, on veut cette simplicité d'interaction. L'avantage en fait de ces canaux numériques, c'est la transparence que ça apporte et la vitesse que ça apporte. Ce qu'on n'a pas toujours su faire, c'est adapter nos process internes à cette demande en termes de vitesse de réaction. Alors que même si on met en place des outils, il reste dans l'acte de recrutement beaucoup de phases qui sont des phases très, vous les appelez one-to-one, l'intuition, ça reste quelque chose de fondamental dans un acte de recrutement. Il faut être capable d'adapter à la fois cette demande de vitesse et d'interaction extrêmement forte et la vitesse à laquelle on exécute les processus en agence. Alors, en tout cas chez nous, ça s'appelle des agences. Dans une entreprise, ça peut être un cabinet de recrutement, ça peut être un département qui s'occupe du recrutement, mais la vitesse à laquelle on réagit avec cette demande. Ce qu'amène aussi le média digital, c'est potentiellement finalement des accès à la candidature plus simples que ce qu'on a, c'est sûr, dans une lettre ou dans la rédaction d'un curriculum vitae. On ouvre quand même largement les portes où on facilite la candidature, même s'il y a les biais qui ont très bien été expliqués tout à l'heure. C'est toujours difficile de faire la limite entre la vie privée et la vie publique. Mais la facilité aidant, on a quand même de plus en plus de gens présents dans leur recherche de l'emploi sur les médias digitaux. Tout à fait. On évoquait tout à l'heure les réseaux professionnels connus en France, utilisés via des LinkedIn. Est-ce que pour vous, c'est un passage incontournable? Il y a des grands groupes maintenant où tous les gens sont connectés presque via LinkedIn et ça en fait un réseau d'entreprises. Est-ce que pour les jeunes qui cherchent du travail, est-ce que dans le recrutement, avoir un profil LinkedIn ou Viadeo actualisé, pertinent, bien structuré, c'est un plus important que vous conseillez? Ou est-ce que c'est à relativiser? Alors, moi, je pense que c'est important, notamment sur des jeunes de niveau 1, 2, 3, donc master, licence. Après, sur des niveaux bac, voire infra-bac,
je ne suis pas certain que pour le petit artisan du coin, il y ait une vraie visibilité d'avoir le profil du jeune sur LinkedIn. Encore que, encore que. Mais c'est vrai que sur des jeunes qui entrent dans une période master ou même post-master, évidemment, avoir son profil mis à jour sur LinkedIn, c'est un impératif. La rigueur qu'on demandait aux gens dans la qualité de rédaction, la qualité de structuration d'un curriculum vitae, il faut la retrouver. Il faut retrouver cette même rigueur et cette même obsession dans la présentation qu'on a sur un réseau professionnel. Donc l'idée est toujours que ce qu'on présente, et c'était très bien expliqué tout à l'heure, est une vitrine de ce qu'on est. Et donc il y a un marketing personnel, c'est ce qu'on fait au travers d'un CV, c'est un marketing personnel qui doit aussi s'exécuter quand on est sur un réseau social. Et de la même manière, une entreprise aujourd'hui absente des réseaux sociaux n'a pas les filets aux bons endroits, parce que les filets doivent être aussi tendus dans les réseaux sociaux, dans l'approche directe, dans la capacité d'attractivité, dans l'exposition de notre marque, dans la manière dont on est perçu par les différents candidats. Le marketing de soi pour le candidat et le marketing de marque pour l'annonceur et pour le groupe. Si on revient au territoire, un petit peu ce qu'on avait évoqué là tout à l'heure, le territoire, alors on est ici dans un salon très industriel avec des pôles de compétitivité, des clusters qui sont ancrés territoirement parlant. Comment on trouve aujourd'hui la bonne adéquation, puisque c'est la thématique de cette table ronde, entre un bassin d'emploi qui va rechercher principalement des profils et une population qui est en mobilité. On évoquera la mobilité aussi, je pense que c'est un sujet important aujourd'hui. Comment on va développer dans ce territoire une formation spécifique et puis une attractivité avec les métiers qui sont présents en local, c'est quand même important. La notion de territoire, elle est fondamentale parce que la compétence se déplace peu. La mobilité professionnelle est quelque chose de complexe. Donc la notion de géographie, elle est fondamentale dans la localisation de la compétence. Donc on a, à notre échelle, créé une plateforme dans laquelle on géolocalise l'ensemble des compétences qu'on connaît et l'ensemble des offres qu'on connaît pour être sans cesse en train de regarder quel est le différentiel entre l'offre et la demande qu'on retrouve sur un territoire donné. Ce qu'on appelle territoire, ça doit être d'ailleurs une géographie variable, puisque, on va dire, pour faire un peu basique, selon les niveaux de rémunération, selon le type de métier, on va retrouver quand même une mobilité plus ou moins élastique. Et donc cette élasticité, il faut savoir la représenter sur une cartographie. Et c'est quelque chose qu'on mesure en continu, qu'on mesure avec des données internes, qu'on mesure avec des données externes, puisqu'en fait on crawl l'ensemble de ce qu'on retrouve sur le web pour être capable de le présenter en termes de cartographie et être capable de montrer à nos clients, quand ils montent une stratégie de sourcing ou quand ils ont une problématique de sourcing, quel est l'état du territoire. Parce qu'il est une chose de se poser la question de « j'ai une difficulté pour attirer les compétences dont j'ai besoin », être capable de répondre « est-ce que cette compétence est présente ?» Ce n'est pas la même potentiel plan d'action que si la compétence n'est pas présente. Donc si la compétence est présente et que je n'arrive pas à la capter, je ne me pose pas exactement les mêmes questions de si la compétence est présente et à ce moment-là, comment est-ce que je la capte. Mais il faut bien commencer par une discrimination, ou est-ce que je chasse quelque chose qui est présent sur ce territoire-là. Et cette notion de présence sur le territoire, je voudrais la pondérer un peu, parce qu'on voit quand même que des métiers sont proches les uns des autres, que l'avenir va nous demander beaucoup de capacités d'adaptation, et qu'il faut aussi utiliser l'information et la data pour regarder quels sont les métiers qui sont en élasticité par rapport aux autres et voir comment est-ce qu'on peut adapter ces compétences. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire seul, parce que l'emploi, c'est un travail de coalition. La formation est fondamentale, l'intégration des gens, le mentoring dans l'entreprise, la capacité d'adapter ses processus de travail est aussi fondamentale que la recherche initiale de compétences. Vous parlez de métiers comme ça un petit peu élastiques, de compétences qu'on peut tirer peut-être vers un profil ou vers un autre, vers un poste ou vers un autre. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose chez les jeunes, il y a cette agilité, il y a cette notion de tiens, j'ai fait cette formation, mais je peux continuer à me former en continu dans la vie et je vais pouvoir, à partir de mon bagage initial, me diriger vers tel ou tel poste en fonction de la demande. Il y a cette agilité-là chez les personnes que vous placez. Moi, j'adore le mot agilité que vous employez parce que je pense qu'il correspond énormément aux attentes de ce qu'on appelle la génération des millénaristes. Cette agilité-là, je pense même que les entreprises qui sont peu capables de montrer de l'agilité auront des problèmes d'attractivité. Parce qu'on rencontre des jeunes qui ont envie de travailler de manière passionnée et qui ont envie d'être responsables, autonomes. Tout ça fait partie de cette notion d'agilité, de l'entrepreneuriat.
Et on rencontre des jeunes qui sont très agiles. Et je pense que tout ce qu'on est en train de faire, le marché de l'emploi est en train de montrer aussi qu'on a la capacité de se reformer et que le début d'un parcours, ce n'est pas la fin de sa carrière professionnelle, c'est que le début. Et que cette notion et ce mot d'agilité, il est fondamental dans la manière à la fois dont on voit le marché du recrutement, le monde du recrutement, et dont les jeunes doivent voir l'entreprise. Et ça correspond, me semble-t-il, beaucoup à ce qu'on rencontre. Si on parle d'apprentissage, allez-y, Francis. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que la logique de formation continue pour les jeunes, elle est essentielle. Il y a tout un tas de possibilités une fois le diplôme en formation initiale obtenu. Ça, ils ne le savent pas forcément, c'est quelque chose qu'on répète. Au-delà même de la formation continue, vous avez aussi ce que j'appelle des passerelles, notamment le service civique qui existe aujourd'hui en France, qui le gouvernement souhaite, il me semble que c'est quelque chose comme 250 000 jeunes pour 2018. Donc les jeunes ont la possibilité de se former, quand bien même ils ont suivi un parcours et qu'in fine, ils souhaiteraient changer par la suite. Je pense que l'agilité dont on parle, c'est aussi la différence qu'on fait de plus en plus entre le travail et l'emploi. On voit de plus en plus de formes de travail. Si on voit le développement du freelance, on voit le développement de plateformes, on voit le développement de travail à distance, on voit d'autres formes d'emploi qui se déploient. Quand on est dans une entreprise, on n'a pas toujours le meilleur employé chez soi, mais il y a quelque part un employé qui potentiellement peut réaliser une tâche, un travail à distance potentiellement. On voit le développement de plateformes. Upwork par exemple est un. Chez Randstad, on a fait une acquisition d'une plateforme de freelance qui s'appelle Twago. Donc le développement de ce mode aussi d'interaction, d'agilité, on voit des gens qui passent du statut employé au statut freelance, du statut freelance à un statut d'employé. Et cette agilité, elle est aussi dans les modes d'interaction qu'on a avec l'emploi. Le travail, il est là, il est présent. Et ce n'est pas toujours sous la forme d'un emploi structuré qui peut être comblé. Et la notion de plateforme, dans ce sens-là, a beaucoup de sens. Parce qu'on peut attirer des compétences, on peut aller vers la compétence, mais aussi on peut délocaliser le travail. Et sur les plateformes, il y a beaucoup d'options pour délocaliser le travail. On voit si vous regardez par exemple les travails autour de la data, il y a beaucoup de buzz autour de « il faut trouver des data scientists ». Il existe aussi beaucoup d'endroits dans lesquels il y a des plateformes de gens qui répondent à des challenges, qui travaillent ensemble, qui collaborent pour travailler sur des algorithmes et qui sont complètement à distance et qui ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise. Tout à fait, ça, ce que vous évoquez, c'est une tendance quand même assez forte. Sur un congrès de relations humaines, le congrès RH, Pascal Pic disait la prochaine génération aura plus de clients que de patrons. On a un petit peu cette évolution du travail que vous évoquez là. On a une relation presque de plus en plus, pas forcément commerciale, mais un jeune va se vendre en tant que freelance. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Quand on parle de l'apprentissage, il y a un relationnel. Excusez-moi de vous couper, c'est un mouvement européen. Hein. On a aussi les autonomes en Espagne. C'est un peu comme en France d'ailleurs. C'est exactement la même chose, bien sûr. C'est vraiment une lame de fond, on va dire, dans le travail. On travaille de plus en plus en projet, également dans les grands groupes. Donc qui dit projet dit tiens, je vais constituer une équipe un peu ponctuelle et je vais avoir des consultants qui vont être parachutés dans mon entreprise, et ça peut être des informaticiens qui vont venir installer, qui vont être 6 mois, 8 mois, 1 an à demeure, et après qui vont repartir. Donc il y a toute cette flexibilité-là qui apparaît sur le marché du travail et que vous devez prendre en compte aussi, vous, dans les suggestions que vous faites, j'imagine, aux entreprises, et aussi dans l'accompagnement que vous faites sur les jeunes. Dès que on possède une compétence un tant soit peu recherchée, il faut voir à quel niveau d'exigence se situe la personne en tant que, finalement, pourvoyeur d'une compétence qui veut non seulement reconnue, mais qui veut exercer de manière passionnante dans l'entreprise. Et de nouveau, l'agilité montre tout ça. C'est la capacité qu'on a à être un intrapreneur, c'est-à-dire avoir des responsabilités, être autonome, participer à des projets plus grands que soi, participer à quelque chose dans lequel on évolue. Ça peut se situer dans un temps court et puis passer à autre chose, mais c'est aussi une recherche dans cette génération d'un engagement extrêmement fort. Et c'est, je trouve, extrêmement passionnant de voir aujourd'hui comment est-ce que les entreprises qui sont capables de mobiliser cette philosophie arrivent à attirer plus facilement des talents de ce genre-là que celles qui n'ont pas réussi à faire cette mutation dans l'agilité. Et là, vous voyez, je rejoins juste sur la logique d'engagement, puisqu'aujourd'hui on sait que les apprentis en fait, ont une double vie. Ils sont ils sont avant tout salariés. Puis à côté de ça, ils sont étudiants, donc dans leur CFA. Donc, ce qui fait que vous avez des jeunes qui sont engagés sur le plan professionnel, qui au quotidien doivent rendre des résultats à un manager ou à un chef d'entreprise. Et de l'autre côté, ils ont la nécessité pour eux de réussir leur diplôme. Ce qui forme des jeunes, je dirais, sur le plan de la maturité, et ce qui les engage vers la voie du succès et la voie de la réussite.
par la suite, sur le Je long pense terme. que quand on est jeune et qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui ont le goût de l'entreprise, le goût d'entreprendre. Carrément. Tous ne seront pas des entrepreneurs, Oui. mais ils veulent trouver être des intrapreneurs. Et donc, Voilà. trouver à l'intérieur de l'entreprise cette dimension. Juste un petit mot là pour les jeunes qui sont là. C'est vrai que entrepreneur, c'est un des seuls mots que les Anglais ont gardé du français. On a, nous, intégré le leader, le manager, tout ça, ça nous vient de la langue anglaise. Par contre, les Anglais ont gardé le mot yeah, that's a French entrepreneur. Le mot entrepreneur est resté français dans l'anglo-saxon. Donc ça veut bien dire que l'entrepreneur, c'est une notion plutôt assez Frenchy quelque part. On a des grands entrepreneurs en France et ce goût de l'entreprise qu'on retrouve dans ce que vous évoquez, dans l'intrapreneur. Tiens, je vais être entrepreneur au sein d'un grand groupe. C'est une tendance de fond et qui est vraiment à vérifier. Si on parle justement des plateformes, je ne sais pas, dans les questions que je voulais évoquer, il y a cette plateforme de recrutement que vous avez mise en place. Un fonds de recrutement et pour justement vous intéresser vous aux startups. Donc ça veut dire que vous allez également chercher dans des petites startups qui font du recrutement ou qui amènent, qui travaillent là-dedans. Vous allez chercher des idées, vous allez chercher des nouvelles méthodes. On va dire que parlez-nous un peu de ça. Pour faire global, la HR Tech est extrêmement vivace. Oui. Il y a énormément d'initiatives de startups qui viennent sur des morceaux du processus de recrutement. Oui. Ça peut être la mise en contact, ça peut être des algorithmes de matching, ça peut être des vidéoconférences, ça peut être de la prise de référence digitale, ça peut être des différents éléments de test aussi ou d'assessment digitaux. On voit en fait une floraison de startups qui émergent. Ouais. Et nous avons, pour suivre ça, créé un fonds d'investissement. Et donc on s'intéresse segment par segment qui nous semblent les plus prometteuses pour pouvoir les suivre, leur donner des moyens de développement, intégrer potentiellement le groupe si les résultats sont probants, intéressants et puis se développer. Nous, c'est un vivier énorme, c'est un challenge interne pour être capable de les intégrer, de suivre la vitesse à laquelle ces gens-là vont, sans détruire de la valeur si possible parce qu'on prend des parts minoritaires afin de les laisser vivre et les laisser souffler et profiter de leur dynamique. Aujourd'hui, on a fait une douzaine d'investissements de par le monde, à chaque fois sur des segments extrêmement différents, que ce soit sur des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire du recrutement avec des chatbots, que ce soit des gens qui font de la prise de référence digitale, que ce soit des gens qui font des événements en ligne pour faire du recrutement. Je ne peux pas citer tout le monde, ou du big data pour les RH, mais effectivement, c'est pour nous fondamental de rester connecté avec des plateformes digitales qui sont extrêmement vivaces et qui bouleversent chacun des processus de manière extrêmement habile parce qu'elles produisent de la valeur à chaque fois en raccourcissant les délais, en étant plus rapide, en étant plus pertinent, en utilisant mieux la donnée, mieux l'information que ce qu'on était capable de faire. Plus fine, très bien. Donc ça, c'est une entreprise, une initiative à suivre de près. Au passage, on avait évoqué ce matin la semaine de l'industrie au mois de mars. Sur des événements comme ça, est-ce qu'il y a quels sont les événements dans l'année où vous, tout d'un coup, vous mettez en relation de façon forte des jeunes, des chercheurs d'emploi avec les entreprises? Qu'est-ce qu'il y a comme rendez-vous annuel sur lesquels on peut se mobiliser, on peut pousser? Est-ce qu'il y en a? Alors pour nous, il y a deux types d'événements qui sont très importants. Les premiers, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les grenelles de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez les présidents de région qui vont réunir sur la thématique de l'apprentissage tous les acteurs concernés. Donc ça va être les OPCA, ça va être les chambres de commerce, avec les CFA et donc l'ANAF. L'idée, c'est de préparer le terrain pour que la politique qui est préparée par l'exécutif régional soit la plus voulue et impactante possible. Donc à partir de là, on se réunit, on essaye de voir comment sur un terrain précis, comment sur un bassin précis, on peut aider à ce que les jeunes soient en relation avec les entreprises, pour que les CFA aussi s'y retrouvent. Donc ça, c'est nécessaire, impératif pour que tout le monde puisse travailler de concert. Les grenelles de l'apprentissage, oui. Ouais. Et donc, deuxième point, donc, il y a les salons de l'étudiant, salon de l'apprenti. Pour nous, c'est un incontournable. Hein. On y est chaque année. On sera au mois de mars, notamment à Studirama. On fait le salon de l'étudiant aussi, le salon de l'alternance, pardon, à Vincennes. L'idée, encore une fois, c'est de rencontrer les jeunes, les renseigner sur la thématique de l'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, encore en 2016, il peut y avoir des clichés sur ce qu'est l'apprentissage, encore des doutes. Donc pour nous, c'est fondamental. C'est inscrit dans nos statuts. On a cette mission d'information et de communication auprès des jeunes et auprès des familles aussi, hein, pour que l'information passe, et on le fait avec plaisir.
Vous, de votre côté, il y en a beaucoup. Hein. Je sais qu'au niveau national, vous avez beaucoup des initiatives, soit des rencontres de job meeting, des opérations comme ça un peu ponctuelles. Est-ce que vous essayez quand même de favoriser, là on a beaucoup parlé des outils numériques qui sont à disposition de l'emploi aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même dans l'année des gros événements où physiquement on va se retrouver autour d'une table, on va dire tiens voilà, il y a des entreprises qui viennent, il y a des jeunes qui sont là, connectez-vous, prenez des rendez-vous, parlez entre vous. Il y a un besoin, il y a des événements comme ça qui sont organisés. Ponctuellement, on avait monté une opération qui s'appelait I Get Job, pour faire du coup cette fois-ci était un anglicisme. Le I Get a Job avait pour objectif effectivement de connecter des jeunes en recherche d'emploi avec des entreprises. Au travers d'un parcours digital dans lequel il y avait une forme de concours dans lequel on s'engageait à construire son parcours et qui conduisait ensuite à rencontrer des entreprises qui s'étaient engagées avec nous dans ce type d'événements. C'est des événements qu'on s'est créés évidemment autour d'un certain nombre de métiers potentiellement, mais de manière plus générale pour essayer de faire reconnecter des gens qui sont déconnectés de l'emploi avec des entreprises. On a toujours ce gap extrêmement important entre des entreprises qui continuent de rechercher des compétences et un chômage qui monte. Qui semble de l'extérieur un paradoxe et qui est présent tous les jours pour nous. Qu'est-ce qu'on a comme métier où justement on est un peu en tension et on n'arrive pas à trouver suffisamment de personnes comme ça de tête? Quels sont les métiers justement? On a du mal à trouver des compétences alors que beaucoup de jeunes pourraient les avoir et c'est juste une question de formation, de bien enclencher. Donc, profession industrielle peut-être ou Alors c'est vrai que je parlais des métiers de bouche ce matin, ça c'est important aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tout ce qui est poissonnerie, boucherie, etc. On sait que sur les professions industrielles, nous j'étais au CFA de l'AFMAE il y a quelques mois et c'est vrai qu'encore une fois, donc c'est le CFA qui est axé plutôt sur l'aéronautique et c'est vrai qu'il y avait encore de ce niveau-là, des problèmes de recrutement. Donc voilà. En termes de gens pour l'aéronautique, sur du ciblage, exactement, sur des métiers vraiment bien ciblés. Bien ciblés. Donc ça demandait, alors parfois auprès des jeunes qu'ils aient une mention complémentaire. Il faut avoir l'envie de faire une mention complémentaire, donc après un CAP ou un bac pro par exemple. Donc voilà, il y a ces questions-là aussi qui perdurent, quand bien même sur d'autres métiers, il pourrait y avoir des recrutements. Est-ce qu'on évoque souvent ça? Et l'apprentissage, c'est justement ce que vous évoquiez, Francis, tout à l'heure, c'est le jeune qui va être à un moment donné entre l'entreprise et l'école. Est-ce qu'il y a suffisamment de passerelles entre justement l'enseignement, le parcours du jeune et l'entreprise? L'apprentissage, c'est vraiment, c'est assez unique comme expérience, l'apprentissage. Il n'y a pas on manque peut-être de journées portes ouvertes ou de liens en entreprise. On a besoin aujourd'hui d'avoir une vision plus fine et peut-être plus réaliste de l'entreprise pour motiver les jeunes sur certaines professions. Ce qu'on évoque là à l'instant, il manque des professions, peut-être par manque d'intérêt ou manque de savoir de la part des jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Très difficile pour les jeunes d'avoir une vue claire sur les débouchés des trajets qu'ils sont en train d'accomplir. On a difficulté en fait quand on est dans un circuit scolaire, me semble-t-il, à avoir une vue claire des débouchés potentiels. L'apprentissage, me semble-t-il, est une réponse formidable, mais on entend ça beaucoup et on voit un développement qui n'est pas à la même vitesse que les ambitions qui sont évoquées. Et on voit dans les pays qui ont su le développer à grande vitesse une incorporation beaucoup plus simple des jeunes dans le monde de l'emploi, alors qu'on reste avec une rupture qui est assez forte entre la phase dans laquelle je suis étudiant et dans je commence à me mettre dans le monde de l'emploi. Et du coup, il faudrait peut-être, voilà. Je pense que la différence, notamment entre la France et l'Allemagne, elle est principalement culturelle en fait. Ils ont ancré l'apprentissage dans leur politique de formation et d'éducation depuis de nombreuses années, bien avant nous, ce qui fait qu'ils ont cette capacité aujourd'hui d'avoir des jeunes formés, autonomes et prêts concrètement à entrer dans la vie active. Sur la question de l'information des jeunes, alors nous on essaye d'innover chaque année pour informer et communiquer au plus près du public. On a recruté une équipe de service civique cette année, de jeunes en mission de service civique, qui vont se rendre dans des établissements scolaires, dans des collèges, dans des lycées, dans des missions locales, dans des bureaux information jeunesse, pour justement rencontrer ces jeunes, leur expliquer ce qu'est l'alternance, l'apprentissage, lever les doutes et après les router vers des CFA qui, eux, ont besoin de jeunes justement pour satisfaire leurs exigences vis-à-vis des différentes régions. Mais je pense qu'aujourd'hui, on parlait de Big Data tout à l'heure, j'en parlais. Aujourd'hui, on a les moyens de donner en temps réel à tout le monde la situation de tension sur un métier ou sur une compétence. Il faut absolument qu'on aille dans cette direction-là, les uns les autres.
Oui. Parce que quand on a une vision claire des débouchés potentiels, le niveau de motivation est peut-être bien supérieur. On évoquait la mobilité professionnelle. Vous avez certainement envie de vous bouger si vous savez que dans un bassin d'emploi à X kilomètres de chez vous, en fait, il y a quelque chose de substantiellement intéressant pour vous. Tant que vous avez une vue un peu floue de ce genre de choses, la mobilité professionnelle est forcément un petit peu différente. C'est la même chose que sur la mobilisation pour une formation. Vous avez envie de vous mobiliser si la compétence que vous allez acquérir substantiellement améliore votre niveau de salaire, votre potentiel de carrière, votre potentiel d'employabilité. Donc augmenter la visibilité pour les gens, et on possède aujourd'hui cette information, me semble crucial. C'est ce qu'on essaye de faire au travers d'une plateforme digitale de Big Data, mais c'est ce que globalement, je pense, on n'est pas les seuls à le faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont dans cette direction-là. Pôle emploi va dans cette direction-là, et ça me semble crucial pour arriver à éclairer le chemin des gens. Et aujourd'hui, cette information, elle est disponible, on la possède. Il faut l'agréger, il faut la localiser, il faut la rendre intelligente. Il faut aider les gens à rentrer en contact avec eux pour qu'ils réfléchissent eux-mêmes à leur trajet. Tout à fait, avoir une sorte de cartographie de la France avec les métiers qui sont demandés, les bassins d'emploi, les compétences qui sont développées sur chaque région de façon majoritaire, et comme ça d'avoir une vision précise et une adéquation. Quand on parlait de mobilité, il y a beaucoup de gens qui partent de Paris, qui vont à Nantes. Vous avez une sensation comme ça que ça y est, le travail, on arrive maintenant à un petit peu à, je sais pas, à rééquiper la France, ou je sais pas, on a l'impression maintenant qu'il y a beaucoup de villes qui sont en plein boom. Je parle de Nantes, de Toulouse, de Bordeaux, de Montpellier. Vous voyez, on a tout d'un coup avant, on parlait beaucoup de Paris, on disait que c'était une grosse problématique française, la centralisation. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bassins que vous citez, en termes de dynamique de l'emploi, c'est présent. Oui. Par contre, est-ce que les gens se déplacent massivement pour aller prendre ces jobs-là? Non, c'est encore très très complexe. Encore une fois, la mobilité personnelle est très complexe. Mais j'ai quand même pas mal de gens qui sont partis récemment à Bordeaux. Enfin, j'en connais. Il y a quand même, c'est un facteur aujourd'hui qui est assez facilité. On avait le TGV juste avant. Sur cette question de mobilité, il y a quand même deux éléments. Il y a la mobilité intra-régionale, puisque la région c'est quand même très grande. Donc, puisqu'elles ont fusionné dernièrement, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est énorme. Elle est vraiment énorme, avec deux visions d'ailleurs un peu différentes. Donc il y a la mobilité intra-régionale et la mobilité nationale. Nous, on a des jeunes qui sont alors dans toute la France et qui n'hésitent pas à se déplacer de région en région, juste précisément parce qu'ils ont la possibilité de trouver un emploi. Donc ça, c'est essentiel pour eux. À côté de ça, ce que les apprentis ne savent pas toujours, c'est qu'il existe des aides justement pour leur permettre, par exemple, de payer leur loyer dans les meilleures conditions, des aides pour leur permettre de trouver un appartement à moindre frais. Donc ça, c'est quelque chose qui encore gagnerait à être maximisé, à bien communiquer auprès des jeunes. Oui. Et on a des exemples extrêmement clairs d'entreprises avec lesquelles on a travaillé sur des problématiques de sourcing, dans lesquelles on est allé chercher des bassins dans lesquels les compétences recherchées étaient présentes, et en mettant en place des structures d'aide afin de déplacer des personnes et de les aider à s'intégrer dans une région, on arrive à faire des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il faut être capable de cibler la problématique, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est où sont les compétences dans quel territoire et comment est-ce qu'on peut finalement sourcer dans ces territoires afin d'aider les personnes à être mobiles et à se réancrer dans des territoires dans lesquels la compétence est nécessaire. Pour ça, il faut encore une fois qu'on augmente notre capacité à avoir une transparence sur la vue de la relation entre la compétence et le territoire. Carrément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alix est là. Vous avez des questions, peut-être des points que vous aimeriez aborder qu'on n'a pas évoqués? Bon, on vous laisse réfléchir. Dans les nouveaux métiers qui apparaissent, parce que dans le recrutement, il y a ça. Aujourd'hui, il y a des... Je vais citer l'exemple du community manager, par exemple. Le community manager qui n'existait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un job assez apprécié dans les grands groupes. Est-ce qu'il y a des nouvelles... Dans les PME aussi. Dans les PME aussi, bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que, lié au digital, au numérique, on a des nouvelles professions comme ça qui émergent et sur lesquelles on n'a pas encore forcément beaucoup de recul, mais on a des nouveaux métiers qui apparaissent et sur lesquels il faut être très en veille, très réactif, très vigilant? Oui, il y a une mine de métiers autour de la donnée. Oui, les data scientists, on a évoqué ça. Alors ça, oui. D'ailleurs, c'est un métier intéressant parce que c'est pas vraiment un métier, parce que data scientist, ça en recoupe plusieurs. Il faut connaître un peu la statistique, il faut savoir coder, il faut connaître le business, ou alors c'est 3 personnes qui travaillent ensemble, quelque chose comme ça. Mais pour arriver à faire quelque chose autour de la data, il faut avoir des compétences qui sont diverses et variées. C'est un énorme travail de projet, d'équipe, de collaboration.
Mais les métiers autour de la donnée sont très à la fois en vogue et continueront d'être en vogue parce que la valorisation de la donnée est fondamentale. Et les métiers du numérique ont tous aujourd'hui beaucoup de potentialités. Donc le numérique est... Non, globalement, ce qui me marque aussi, c'est l'attrait, l'engouement qu'il peut y avoir pour les développeurs au sens très large. Oui. Moi j'ai des anecdotes comme ça de jeunes qui, formés en école d'ingénieur, ont la capacité de trouver rapidement un emploi et qui sont d'ailleurs un peu désinvoltes à ce sujet. C'est très très marqué aujourd'hui en France et puis c'est un engouement même au niveau européen, voire même mondial. Donc c'est une vraie source d'emploi pour de nombreux jeunes. Oui, c'est une source d'emploi parce qu'on a encore beaucoup d'entreprises qui vont continuer leur trajet de digitalisation et donc leur besoin, ne serait-ce qu'en développement, en code, reste extrêmement important. Ouais, on est au début du phénomène, donc le développement. Bien, alors qu'est-ce qu'on aurait pu... On peut peut-être rappeler comment on retrouve l'ANAF, bien sûr. Ça, oui, alors notre site, c'est francealternance.fr. Je rappelle, l'ANAF, c'est une association à but non lucratif. On aide les jeunes à trouver des contrats d'apprentissage. On renseigne autant que faire se peut sur la thématique de l'apprentissage. On va travailler d'ailleurs avec le Conseil régional en 2017 sur la question des quartiers prioritaires de la ville. Vous le savez peut-être, les régions sont très intéressées à l'idée de faire monter les effectifs d'apprentis en France. Et à ce titre, la part des jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires est quand même très importante. Parce qu'on a quand même un chômage des jeunes qui est massif aujourd'hui, je crois que c'est 24-25%. Et dans un pays comme la France, ça ne devrait pas être le cas, à mon sens. Voilà. Oui. Donc francealternance.fr. Bon, Randstad, bien sûr, on vous retrouve très facilement, très simplement. Dans les initiatives, alors ce qu'on a évoqué sur les plateformes pour l'emploi, pour le recrutement, il y a on va dire des pages ou des... On a lancé une plateforme qui s'appelle Randstad Direct, qui permet maintenant aux entreprises de faire la totalité d'un recrutement digital sur l'ensemble de nos bases de données. Des bases de candidats qui ont déjà travaillé pour nous, qui sont évalués par des consultants, etc., dans lesquelles les entreprises ont aujourd'hui accès à une phase de recrutement totalement digitale jusqu'au contrat, à la paye, tout se fait potentiellement en direct et en ligne. Je repensais tout d'un coup, là, comme on peut prendre encore 2-3 minutes, c'est une marque de distribution. Ils avaient fait une plateforme de serious gaming justement pour embaucher. Les candidats, en fait, ils viennent sur le site, ils jouent pendant 1 heure ou 2, 3 heures, et eux, ils vont être capables de voir avec la façon dont la personne joue, ils vont être vraiment capables de voir, tiens, il a les mêmes valeurs que l'entreprise, et ils vont les recruter comme ça. Est-ce que c'est des types de choses que vous faites? On a investi dans une entreprise américaine qui s'appelle P-Metrics, qui est une start-up qui a été montée par des gens qui font du développement, mais aussi des neuropsychologues, et qui, en fait... détermine en fait le profil cognitif du candidat au travers de jeux. Donc en fait, ce sont des séries de jeux qu'on passe, on s'amuse avec l'écran, avec sa barre d'espace, à taper des choses, etc., etc. À la fin, on nous sort un profil cognitif et ce profil cognitif vous aide à vous diriger dans des types d'emplois, dans le type d'entreprise et modélise ce que vous êtes en termes de capacités cognitives par rapport à des capacités que vont demander un certain nombre de jobs. Donc le jeu rentre dans des phases de recrutement. Effectivement, j'ai vu plein de choses extrêmement intéressantes autour de Serious Game. Je me souviens de Thales qui avait fait quelque chose que j'avais trouvé formidable autour de ça. J'ai vu plein d'exemples de ça. J'ai vu aussi des très beaux MOOC, des gens qui ont fait de la formation en ligne et qui débouchent en fait après sur du test et sur du recrutement. Je crois que ça a été fait avec Eurotunnel, me semble-t-il. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc le jeu aussi, parce qu'on s'adresse à des populations aussi qui ont été baignées depuis longtemps dans finalement peut-être les consoles, etc. etc. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de gagner à ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement intéressant dans les phases de recrutement. Et P-Metrics, c'est un investissement qu'on a fait avec beaucoup de plaisir et qu'on est en train d'intégrer à nos processus de travail et dans lequel on peut déterminer pour nos clients, quand on a un nombre suffisant, en fait, des profils types cognitifs. Excellent. Donc voilà, encore une nouvelle application du numérique sur le métier du recrutement. Écoutez, voilà, on est au bout. S'il y a une petite question, on peut y aller. Voilà, no question. Donc c'était clair, monsieur. Oui, monsieur, avec plaisir. Alix va vous donner le micro. Vous allez avoir un micro. Tenez. Merci de vous présenter. Bonjour, donc Christian Hiron, Pôle emploi.
On a beaucoup parlé des jeunes depuis ce matin. J'étais à la conférence, la première. Là. Mais il me semble aussi qu'il y a toute une population des seniors pour qui la fracture numérique risque d'être encore un peu plus prégnante. Et il faut absolument qu'on s'interroge sur ce qu'on peut amener aussi à ces gens-là en termes d'information, formation ou autre. Parce que, bon, qu'on s'intéresse aux jeunes, bien sûr, bien au contraire, hein, vous comprenez-moi bien. Mais toute cette population qui risque de s'éloigner de plus en plus de l'emploi est aussi un problème typiquement français auquel on doit tous ensemble réfléchir. Vous avez tout à fait raison, je vous laisse répondre. Je suis convaincu aussi que votre question elle n'est pas antinomique, c'est pas opposé l'un avec l'autre, mais j'en suis sûr. Y a pas pour moi, j'ai pas de réponse particulière à ça. Mon sentiment est dans ce qu'on voit aujourd'hui dans ce qu'on appelle le numérique, en fait, est beaucoup plus simple que ce qu'était le numérique il y a quelques temps. L'agglomération des plateformes, la capacité à globaliser, la façon dont aujourd'hui les choses arrivent à être agrégées. Et le Pôle emploi est un super exemple avec les initiatives qui ont été faites autour du digital, hein, dans les recherches d'emploi, la manière dont le big data est utilisé dans la capacité que vous proposez pour rechercher un emploi, l'apparition de la recherche par smartphone, par exemple, pour moi, c'est des outils dans lesquels il n'y a pas besoin d'être très agile dans le digital pour pouvoir utiliser les choses. Il me semble que la trajectoire, elle est la simplification du digital. Le digital est de plus en plus simple. Ça me semble être une réponse à cette problématique-là. C'est certainement pas une réponse qui est comme ça et qui est si simple que ça, mais c'est une trajectoire qui, me semble-t-il, va dans le bon sens. Et aujourd'hui, on voit plus de simplification que de complexité avec la manière dont aujourd'hui le digital est envisagé. Et si même on pousse les trajectoires, quand on voit aujourd'hui la puissance de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, quand on demande à un restaurant à Siri, il nous trouve quelque chose, peut-être que demain, on commencera à rechercher du boulot en demandant à Siri est-ce qu'il y a du job autour de moi, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui sur le web comme entreprise qui pourrait être agréable pour moi, quand est-ce que je pourrais candidater à cette entreprise-là. C'est aussi des mouvements, encore une fois, de simplification. Le big data simplifie. Tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait va à la simplification pour apporter le plus d'informations plus précises à la personne, et je pense que ce que fait l'intelligence artificielle et ce que font les devices fait que c'est aussi de plus en plus simple. Ça n'empêche qu'il y a des gens qui ont du mal à se réinsérer dans l'emploi. Mais en tout cas, il me semble que le digital n'est pas un frein. Je n'ai pas ce sentiment-là. Moi non plus. Mais... Ouais. Après, juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier la formation continue, le droit à la formation en interne dans l'entreprise, financé peut-être par le Pôle emploi ou par d'autres organismes, les OPCA par exemple, c'est quelque chose qui peut et doit être maximisé auprès d'un public senior. Merci. Bien écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci à tous les deux d'être venus nous apporter votre expérience et votre regard. Et puis on se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes pour une prochaine table ronde. Merci à vous.